Bonjour et bienvenue à cette nouvelle séance sur l'hydraulique et pneumatique industrielle. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble la première partie qui concerne les composants hydrauliques et pneumatiques. Si vous n'êtes pas encore abonné, vous n'avez pas encore liké, partagé, alors ne soyez pas gourmand et veuillez partager aux autres afin que tout le monde participe et qu'on soit une grande famille à suivre ce cours de l'hydraulique et pneumatique industrielle, qui est, je rappelle que c'est le cours que j'ai moi-même mis au point, dans un support que j'ai moi-même mis au point, pour pouvoir partager certaines connaissances ensemble. Voilà. En ce qui concerne la première partie, sur les composants hydrauliques et pneumatiques, nous verrons beaucoup de choses. Beaucoup de choses qu'on ne peut pas voir seulement dans l'hydraulique et pneumatique. Des choses qu'on peut voir dans un process industriel. Ce cours concerne plus des process industriels, c'est-à-dire la façon dont un circuit industriel peut se comporter. Les composants qui sont dans un process industriel, par exemple. Alors, dans notre cours, nous verrons une transmission des puissances consiste à véhiculer de l'énergie d'une source primaire à un récepteur. Donc c'est ça qu'on appelle une transmission de puissance, c'est-à-dire de quelque part jusqu'à quelque part, en changeant éventuellement sa forme, bien sûr. Ça peut changer en électrique, en mécanique ou en hydraulique, ça dépend. On peut avoir au départ une énergie qui est électrique, et puis ça sera mécanique, et puis hydraulique par exemple. Ça peut aussi parcourir les trois formes d'énergie et d'autres énergies telles que les nucléaires, par exemple. S'il faut atteindre un réacteur, par exemple, là, l'énergie est en train de se transformer. Mais au départ, peut-être il y avait de l'eau, une barrière qui entraîne un mouvement, c'est la mécanique. Le mouvement entraîne l'électrique. Vous voyez, tout ça, ce sont des transformations, des transmissions de différentes formes d'énergie. Vous voyez, et ces caractéristiques, parce que couple, la vitesse, l'intensité, ce sont des paramètres physiques. Dans les transmissions hydrostatiques, l'énergie primaire peut être mécanique, qui est produite par un moteur électrique ou thermique. Quand on parle de thermique, on voit par exemple les moteurs à essence, les moteurs à combustion interne, ainsi de suite. Et l'énergie fournie au récepteur est également mécanique. À la fin, on peut avoir en gros, ça c'est ce qui concerne plus le robotique ou bien ou des machines. On peut avoir un circuit hydraulique qui peut fournir un travail à la fin. Vous voyez, tout ça. Les composants, les sécurités, tous ces composants, nous allons voir ça dans cette partie. Cette énergie est bien sûr transportée sous la forme de débit contre la pression, par exemple, et ce qui explique la grande facilité de contrôle et de régulation que l'on a dans ces transmissions. On verra dans ces schémas de procédés qu'au départ, on a une puissance primaire, par exemple, fournie par un moteur électrique, fournie par un moteur thermique, par exemple, un moteur hydraulique aussi, qui peut entraîner, par exemple, un moteur électrique qui peut entraîner une pompe hydraulique. La pompe, qu'est-ce que la pompe va nous fournir? La pompe va nous fournir une transformation, par exemple, une puissance, le couple multiplié par la vitesse de rotation, la force et une vitesse de rotation. La pompe nous la donne. Par exemple, une pression et un débit volumique. Vous voyez? Et après que la pompe nous donne cette énergie sous forme hydraulique, nous passerons par exemple au préactionneur et au contrôle des régulations. Donc, les actes de préactionneur sont par exemple les distributeurs, les régulateurs, par exemple les distributeurs. Et pour contrôler la pression, nous avons des régulateurs. Et pour certains dispositifs de sécurité, nous avons les clapets par exemple, qu'on doit voir. Tout ça, ça fait partie d'un schéma de procédé d'un circuit hydraulique.
Et après avoir bien contrôlé, bien dirigé notre fluide, notre débit, par des distributeurs par exemple, la pression là, le fluide là, le débit là, est dirigé par exemple par un moteur si on veut actionner un mouvement de rotation, ou par de varin si on veut actionner des mouvements de translation. Et là, nous avons une transformation, cette fois-ci, qui sera pression débit volumique en... Oui, la pression et le débit volumique sera transformé en couple multiplié par la vitesse de rotation pour le moteur à une force multipliée par la vitesse pour le varin. Parce que le varin, les caractéristiques, c'est la force. C'est la force qu'on a besoin pour effectuer le travail. Et la vitesse, la vitesse avec laquelle nous allons effectuer ce travail, ça dépend. On ne veut pas aller trop vite, on ne veut pas aller trop lent, on veut aller selon la vitesse dont on veut. Voilà. Et les récepteurs, c'est l'utilisation de la puissance, du travail accompli par exemple. Donc tout ça, ça fait partie de schéma de procédé d'un circuit hydraulique ou pneumatique, ça dépend. Donc là, maintenant, nous allons voir, il va de soi que chaque transformation provoque une perte énergétique qui diminue le rendement global de la transmission. Là, c'est bien clair. Nous allons voir maintenant le chapitre 1 qui concerne les réservoirs et les tanks de stockage. Nous allons parler par exemple du réservoir. Attention, le réservoir et les tanks de stockage, c'est la même chose parce que les tanks, c'est le réservoir en anglais. Vous voyez? Bon, c'est aussi un mot français maintenant. Mais bon, si je divise ça, et au lieu de mettre ou, c'est parce que j'ai déjà scindé ça en deux parties. Et vous verrez la différence quand je parle des tanks de stockage, je parle des réservoirs industriels. Et les réservoirs ici, je suis en train de parler un peu du côté hydraulique de réservoir par exemple. Là, c'est comme si on avait un diminutif et un plus grand, donc un plus petit et un plus grand. Voilà. Bon, c'est juste une petite différence que je me suis créée, bien qu'elle n'existait pas trop. Voilà, parlons maintenant des réservoirs. Les principales fonctions des réservoirs dans un système hydraulique sont quoi? D'abord, de stocker une alimentation de fluide. On stocke par exemple de l'huile là-bas. De l'huile qu'on va utiliser par exemple. De supprimer la mousse. On n'a pas besoin de la mousse. N'oubliez pas, la mousse c'est quoi? La mousse, c'est un mélange d'huile, de liquide et de gaz. La mousse, c'est pas seulement la mousse de savon. Donc, même la mousse de savon, c'est l'air dans les liquides. Voilà. Donc, supprimer la mousse en séparant l'air dissous dans les fluides. Okay? Ici, c'est la mousse d'air, par exemple. Décompter les grandes particules d'eau et de poussière. Ouais. Quand, par exemple, c'est un réservoir qui doit recirculer, qui doit être recirculé dans le circuit. Mais en passant par le circuit, ça a pris des particules d'eau, des poussières. Ça a, par exemple, à cause de la pression, arraché certaines parois plutôt, dans les circuits. Alors quand ça arrive dans le réservoir, on n'est pas censé renvoyer ces particules encore dans le circuit. Donc on doit décompter les grandes particules d'eau et autres. Voilà, maintenir la pression du fluide dans sa plage de fonctionnement. On a une température qu'on fonctionne avec. On ne veut pas aller au-delà ou en deçà. Peut-être si on est trop froid, c'est pas bien. Si on est trop chaud, c'est pas bien non plus. Donc on doit maintenir la pression, la température plutôt de fonctionnement. Un réservoir hydraulique type est représenté sur la figure ci-dessous. Le type qu'on vient de détailler. Voilà, on verra ça un peu plus bas. Cependant, tous les réservoirs ne disposent pas de toutes les fonctionnalités présentées sur cette figure. Ça, c'est vrai. Le réservoir de fluide hydraulique contient l'excès de fluide hydraulique pour s'adapter aux variations de volume causées par l'expansion et la contraction du cylindre. Attention, l'expansion peut entraîner un éclatement, par exemple, et la contraction peut entraîner un collapse, par exemple. Je ne sais plus si c'est la collapse, je crois le collapse, ça peut entraîner un collapse, ouais. Donc la contraction
et la dilatation thermique ou les fluides, tout ça, on ne veut pas pour un cylindre, donc pour un réservoir. Donc on doit tenir compte de tout ça. Le réservoir est également conçu pour aider à séparer. Je ne sais pas si le mot collapse nous dit quelque chose. Le collapse, c'est quoi? C'est un peu comme vous prenez votre bouche, vous remplissez d'air et puis vous aspirez l'air directement sans ouvrir la bouche. L'air qui se trouve dans votre bouche. Vous verrez, la joue va entrer. Donc ça va faire... Et c'est le fait d'entrer comme ça arrive aussi à des réservoirs. Quand on a une dépression soudaine, on peut collapser. Donc, directement, la joue entre, ça peut arriver à un réservoir et c'est dangereux. Donc, le réservoir est également conçu pour aider à séparer l'air du fluide. Donc, séparer l'air du fluide. En l'occurrence, les gaz du liquide, par exemple. Le gaz qui se trouve dans l'huile, par exemple, parce qu'on connaît, tout pétrolier, c'est que l'huile contient du gaz. Et on sait aussi pour d'autres produits chimiques qui s'évaporent. Alors la vapeur de ces produits va résider dans le réservoir. Donc il y a des réservoirs qui sont conçus pour extraire ce gaz-là ou cette air-là. Il fonctionne également comme un accumulateur de chaleur pour couvrir les pertes dans les systèmes quand la puissance maximale est utilisée. Toujours le réservoir. Voilà. Maintenant, on va illustrer notre réservoir qu'on vient de parler. Voilà, nous avons la conduite d'alimentation qui est là. Là, c'est la pompe qui alimente. On a aussi les conduites de retour et la conduite d'alimentation. Donc la pompe aspire ici. Et pour un circuit qui doit revenir au réservoir, là, c'est le retour. Donc nous avons des sorties et une sortie et une entrée. Vous voyez, ça c'est le reniflard. Nous verrons le rôle du reniflard. C'est à ce niveau-là. Nous avons le bouchon de remplissage. Si on veut ajouter quelque chose, on a le jauge des niveaux de fluide. Nous allons voir le rôle pour voir les niveaux qu'il y a dans notre réservoir. On a la plaque de vidange. Nous verrons le rôle. On a le tamis, le bouchon de vidange qui est quelque part là. La plaque déflecteur. Nous allons à tout moment revenir quand nous allons parler. Alors on avance. Les ingénieurs concepteurs sont toujours sollicités pour réduire l'encombrement des réservoirs hydrauliques à l'intérieur ou bien à l'extérieur. Je m'explique. À l'intérieur, c'est quoi? Parce que si on mettait beaucoup de dispositifs à l'intérieur, on réduirait l'espace de stockage. Et à l'extérieur, on cherche à minimiser l'espace, donc à avoir un espace optimal. Alors que les opérateurs d'équipement préfèrent utiliser des plus grands réservoirs, ça c'est pour l'extérieur, une disposition interne type des réservoirs est présentée sur la figure ci-dessous. C'est ce qu'on vient de voir, je m'excuse. Les réservoirs doivent être assez grands pour délivrer le fluide nécessaire. Là maintenant c'est l'intérieur et l'extérieur en même temps, parce qu'on ne peut pas avoir un espace grand à l'intérieur pendant que c'est petit à l'extérieur, c'est complètement absurde. Si le niveau de fluide chute trop, de l'air entrera dans le système et de la mousse se forme dans les réservoirs. Comme je venais de dire, la mousse c'est le mélange du liquide et du gaz. Alors, ça dépend de la chute. Parce que quand on chute et qu'on ne remplit pas, l'espace va être... L'espace là ne sera pas un vide. Parce que le vide, c'est une dépression. Alors, l'espace là sera comblé par de l'air ou du gaz. Bien sûr, ça peut être du gaz dissous ou de l'air qui entrera par un moyen ou par un autre. Et il y aura de la mousse qui va se former. Mais ça, c'est un phénomène un peu plus vague qu'on verra un peu plus tard. On a ici le réservoir doit aussi être assez grand pour contenir tous les fluides si le système doit être vidangé pour maintenance. Là, j'en ai parlé. On parle maintenant des parties du réservoir. 1. Le reniflard. Le reniflard et les bouchons de remplissage sont parfois combinés. Ok? Parce que, dans un dispositif unique, parce que le reniflard filtre de l'air. Vous voyez?
entrant dans les réservoirs. Si on a besoin d'introduire un peu d'air dans les réservoirs, on met le reniflard pour que le réservoir respire, afin par exemple d'éviter le collapse. Le filtre du reniflard doit toujours être propre. Bien sûr, pour éviter que la poussière entre. Une dépression se forme dans les réservoirs quand par exemple le reniflard est bouché. Vous voyez, quand le reniflard est bouché, l'air n'arrive plus à entrer dans les réservoirs. Le réservoir ne saura plus respirer. Vous voyez, directement, on aura une dépression qui peut entraîner le collapse. Ce phénomène réduit l'écoulement du fluide aussi, parce que l'air, le fluide qui est à l'intérieur, est aspiré par la pompe. Alors la pression d'aspiration dépend de la pression de la dépression qui est à l'intérieur. Vous voyez, je ne sais pas si vous imaginez, vous avez une pression à l'intérieur qui est contre la pression d'aspiration. Ou soit il y a une dépression à l'intérieur qui diminue la pression d'aspiration. Alors on aura un problème qui va réduire l'écoulement du fluide. Donc on a vu le reniflard. Maintenant on voit l'indicateur de niveau, communément appelé en anglais salt glass, des histoires comme ça. L'indicateur de niveau, comme vous le voyez, c'est clair, c'est pour voir le niveau à l'intérieur du réservoir, par exemple. Ça, c'est important, c'est dans plusieurs réservoirs, même dans des tanks, même dans des vaisselles comme des séparateurs, on a besoin de connaître les niveaux à l'intérieur. Mais malheureusement, aujourd'hui, bon, heureusement, aujourd'hui, qu'il y a du capteur qui capte directement. Ça, c'est la partie de notre cours qu'on verra sur les régulateurs. Ça, c'est le capteur automatique qui vous donne l'indicateur, qui vous donne les niveaux. Pendant que vous êtes au bureau ou vous êtes très loin, vous connaissez directement les niveaux du fluide qui se trouve dans votre tank, dans votre réservoir, dans votre vaisselle, et ainsi de suite. Nous avons le plaque déflecteur. La plaque déflecteur, c'est par le fluide en retour de celui d'alimentation vers la pompe. Ceci constitue un chemin pour le fluide et laisse plus de temps pour séparer la poussière, l'air et l'eau du fluide hydraulique. Il aide à éliminer l'excès de chaleur du fluide avant qu'il soit recyclé. Nous allons revenir pour mieux comprendre ça. Voilà, nous allons revenir. Où est la plaque déflecteur? Voilà la plaque déflecteur. Vous voyez, la plaque déflecteur est en train de séparer deux parties. Il y a la partie du fluide qui retourne dans le réservoir et la partie qui est aspirée vers la pompe. On sépare. Vous voyez, la plaque déflecteur ici. Donc ça joue le rôle de séparateur aussi. Parce que le fluide qui retourne peut avoir des objets en suspension, la poussière et autres, qui doivent faire quoi? Qui doivent se décompter là-bas. Alors pour que ça se décompte, il y a un temps de rétention, très communément connu dans des séparateurs. Alors, au fur et à mesure que le fluide va être là, va se reposer dans l'autre compartiment, les poussières, tous les objets en suspension solide vont se déposer et l'huile propre. Donc, par rapport à la densité, j'ai dit bien, ceux qui sont plus denses vont descendre jusqu'en bas. Et ceux qui seront moins denses se retrouveront en haut. Et ça va maintenant déborder ici, comme un séparateur bien sûr. Et ce qui sera ici, ça sera une huile qui sera plus propre que de l'autre côté. Donc, c'est ça un peu la plaque déflecteur qui sépare les deux compartiments dans les réservoirs. Voilà, on revient. Donc, ça sépare le fluide de retour à celui de l'alimentation de la pompe. Voilà. Donc, et pendant que le réservoir est là, de l'autre compartiment, l'huile, le fluide qui a parcouru des pompes, il a parcouru beaucoup de choses, a pris de la chaleur. Et le temps de rétention là permet à cette chaleur là de se dissiper avant que ça soit recyclé. On a les crépines. Point 4, les crépines. La crépine sur la conduite d'alimentation de la pompe maintient les impuretés, vous voyez, hors de la pompe. Voilà, la crépine, on va voir ça, c'est juste au niveau des... Notre crépine, ici on ne retrouve pas, mais la crépine, c'est juste au niveau de l'aspiration
de la pompe. Ici, on a remplacé par un tamis. Parce que là, lorsqu'on aspire, bien sûr, il y a toujours des impuretés qui passent. Parce que peut-être ça n'a pas eu le temps de bien se décanter. Parce que ça c'est arrivé en grande quantité. Et puis ça déborde en grande quantité. Sans avoir le temps de rétention nécessaire. Alors, on doit être prudent pour protéger la pompe. On mettra un tamis ou crépine quelque part là, juste à l'aspiration. Ok? Donc, voilà. Vous voyez? Donc, la crépine sur la conduite d'alimentation, la conduite d'alimentation de la pompe, maintient les impuretés hors de la pompe pour que ça n'aille pas dans la pompe. Bouchon de vidange. Ça c'est bien clair, on a vu un bouchon de vidange dans la partie la plus basse. Ça joue le rôle de retirer le fluide, par exemple. Ou on peut dire encore bouchon de purge. On cherche à purger ce qui est dans notre réservoir. L'eau et les poussières peuvent être évacuées aussi par le bouchon de vidange. Si on veut nettoyer, on vide, on purge. En termes, on dit pas on purge. Voilà, on purge le réservoir. La plaque de nettoyage. Une plaque de nettoyage peut être ajoutée à un réservoir pour faciliter les retraits des impuretés, vous voyez, et les particules déposées à l'intérieur du réservoir. On met un nouveau joint. L'étanchéité doit être utilisée chaque fois que la plaque est remplacée. Joint d'étanchéité pour éviter des fuites, parce que là où se trouve la plaque, je ne sais pas si on a une plaque de nettoyage, là on a une plaque de nettoyage ici, plaque de vidange, plaque déflecteur, non, on n'en a pas. Voilà, mais on va voir ça. Donc la plaque de nettoyage à l'intérieur, ça joue un peu le rôle comme si ça balayait. Et maintenant, quand il faut balayer, quand il faut changer, il faut mettre un joint d'étanchéité pour assurer l'étanchéité. Voilà. À savoir que pour le concepteur, ou pour un réservoir, ou un tank, on va voir bientôt, on prévoit des piquages à différentes cotes pour des raisons diverses. Pour purger et vider la capacité. Là, on a vu dans les plaques de vidange, on a vu ça ici, juste bouchon de vidange. Donc, on purge, on vide la capacité, on prévoit un piquage. Piquage, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est comme une conduite où on a mis seulement une vanne. Ou si on veut purger, on n'a qu'à ouvrir la vanne. Pour ceux qui, le mot vanne est un peu nouveau, et on verra ça, c'est comme un robinet, on ouvre le robinet, ok? On verra plusieurs vannes. Pour ceux qui seront avec nous et qui partageront notre chaîne afin de nous permettre d'être une grande famille dans cette chaîne. Voilà, on prévoit aussi des piquages pour pomper des liquides qui va se mélanger avec de la boue. Vous voyez, on est en train de vider la capacité. Par exemple, on veut nettoyer un tank. Là, je suis en maintenance. On veut nettoyer un tank. Qu'est-ce qu'on fait? On doit vider le tank parce qu'on doit entrer dans le tank pour de grands tanks, bien sûr, pour de grands réservoirs. On doit d'abord vider tout ce qu'il y a à l'intérieur. Ouf, on vide, par exemple, si on veut jeter ou si on veut envoyer dans un autre tank, par exemple. On vide par une pompe qui aspire ou par la pression hydrostatique. La pression pousse de l'huile jusqu'à la sortie. Ou on aspire avec une pompe pour vider la capacité, pour purger la capacité. Ok? Maintenant, on arrive à un certain niveau, on a un stock mort. Mais tellement que notre fluide à l'intérieur, c'est un fluide toxique ou un fluide dangereux ou un fluide qu'on ne peut pas entrer comme ça parce qu'il y a du gaz, ainsi de suite. On veut faire quoi? On veut d'abord vider même le petit stock qui va traîner en bas là. Qu'est-ce qu'on fait? On pompe par exemple de l'eau à l'intérieur. On pompe de l'eau à partir de quoi? À partir de notre piquage. Et ce piquage qui va mélanger ce qu'il y a à l'intérieur, ça donne encore un grand volume d'eau qui sera le mélange d'eau et de ce produit. Ouf! On sort ces produits avec de l'eau. On fait ça plusieurs fois avant d'entrer. On suppose qu'on a presque rien. Mais c'est pas seulement le produit, le fluide, mais c'est aussi la boue. La boue peut aussi rester là-bas. Ou des sédiments solides, pâteux.
On n'a pas besoin de ça. On introduit de l'eau, par exemple, dans un autre piquage et on purge tout par un autre piquage. Pour la communication d'autres tanks aussi, on peut avoir plusieurs autres piquages, par exemple. On veut, par exemple, on a un tank, le tank devient trop petit pour notre production, alors on ajoute un autre tank. On doit maintenant communiquer les deux tanks. C'est comme si vous mettez, vous voyez non, le deux tanks et puis un tuyau qui passe par les deux tanks pour assembler. Désolé, je ne me mets pas en vidéo, nous sommes encore tout au début. Je me mettrai en vidéo pour expliquer avec mes mains plus tard dans des chapitres qui viendra. Ça dépend de l'encouragement que vous allez m'offrir en vous abonnant massivement dans la chaîne. Donc il y aura une petite image ici de moi avec mes mains pour expliquer. Mais pour l'instant, essayez d'imaginer. Donc voilà, on a deux tanks et on met un tuyau pour communiquer les deux tanks. Ok? Afin de retirer l'eau ou du condensat en gaz par exemple, ou de l'air, ça dépend, ou afin d'ajouter plus de capacités, donc additionner les deux capacités, ou soit un débordement, par exemple, vous avez, par exemple, ça se passe dans notre tank femme, là où moi je travaille, on a un tank qu'on appelle TK400. Ce tank, c'est un tank d'eau, ok? Et le tank d'eau en question, quand de l'eau séparée arrive dans le tank, il y a toujours des ppm qu'on appelle de ppm, ça veut dire des parties par million, un peu d'huile qui est dans cette eau là. Alors cette huile là, puisque c'est de l'huile, en vague de l'eau, l'huile cherchera toujours à être en dessous et l'eau en bas, à cause de la densité. Ça c'est un phénomène physique naturel, ok? Maintenant, quand l'huile se retrouve en haut, l'eau en bas, comme les pétroliers sont des gourmands, ils chercheront à soutirer cette huile. Alors il y a un système qu'on appelle écrémage. Essayez d'imaginer, ça c'est le tank. Alors l'eau est là, l'huile se forme au-dessus. On veut maintenant retirer cette huile-là pour l'envoyer dans un autre tank quelconque. Qu'est-ce qu'il y a? On sait la côte où se forme très souvent de l'huile. On va mettre un piquage là. Le piquage va venir dans l'autre tank. De façon que, ça fait le bas pour gagner en pression hydrostatique. Alors, de façon que quand on arrive à cette côte, l'huile qui est accumulée au-dessus là va se déverser. On appelle ça écrémage. Tout ça, le tank a besoin de tout ça. Alors, pour nous préserver de multiples possibilités, alors notre tank doit avoir des piquages un peu par-ci par-là. Un ou plusieurs trous d'eau. Je venais de dire que on va entrer dans les tanks. Par exemple, un tank qui est corrodé, on veut souder les tanks. Après nettoyage, on vide le gaz, on inspecte la sécurité des gens par rapport au gaz. On sait qu'on est rassuré. On fait l'aération, parce qu'on doit faire l'aération pour chasser les gaz. Avec des ventilateurs, bien sûr. Le ventilateur va souffler à l'intérieur du gaz pendant 1-2 jours ou plusieurs, ça dépend, parce qu'à chaque fois, on viendra voir la teneur en gaz, la teneur en d'autres gaz à l'intérieur du réservoir avant que les gens entrent, par rapport à la sécurité, bien sûr. Même s'ils peuvent entrer avec des aéries, appareils respiratoires individuels à l'intérieur, mais on doit évacuer les gaz. Il y a des gaz très toxiques et très dangereux comme les H2S qui tuent, qui est mortel. Juste à un petit ppm, c'est mortel. Alors les gens doivent entrer à l'intérieur. Alors il y a des trous d'eau. Là je parle des grands réservoirs, des grands tanks. Bien qu'on verra, mais j'en parle déjà ici parce que là on est en train de parler de piquage. C'est la point où on parle de piquage. Donc on réserve un ou plusieurs trous d'eau. Ça peut être 2, ça peut être 3, où les gens entrent. D'ailleurs, quand on veut ventiler, on ouvre les trous d'eau. On envoie de l'air à l'intérieur, c'est pas un piquage. Alors quand on envoie de l'air à l'intérieur, là où l'air entre, c'est pas là où l'air sort. L'air doit sortir d'un autre trou d'eau, par exemple. Avec le gaz là, où ça doit sortir, on doit prévoir une sortie, donc c'est très souvent un ou plusieurs, 2, 3, 4 parfois trous d'eau. Pour l'installation de divers équipements aussi,
tels que les capteurs, il y a des petits piquages qu'on met. Bien que le trou d'homme n'est pas considéré comme un piquage, bien sûr, parce qu'il n'y a pas de vanne et autres. Mais quand même, c'est quelque chose qui doit être prévu. Okay? L'équipement, tel que les capteurs de niveau, je vous ai parlé des capteurs de niveau, des capteurs de température, des capteurs de pression, des capteurs par exemple, la pression, on sait qu'on ne peut pas atteindre telle dépression. On parle de dépression, on est maintenant du côté négatif, dans l'autre sens. Une baisse de pression, on peut avoir des baisses de pression qui peuvent atteindre des valeurs négatives, ok, ou 0, quelque chose. Or, il y a des pressions seuil, on ne veut pas atteindre. Voilà, on a beaucoup parlé d'ici. On passe au point 3 qui concerne les tanks de stockage. Voilà, vous voyez, j'écris réservoir, mais je parle des tanks, donc c'est presque la même chose. Voilà des tanks de stockage que nous avons ici. Plusieurs, on ne peut pas compter parce qu'il y en a plusieurs. Voilà, je vous avais dit que je vais vous amener à l'industrie. Là, on est à l'industrie et toi, tu es l'ingénieur. Tu as des tanks de stockage que toi, tu gères. Ok? Voilà, maintenant parlons de stockage du pétrole brut. Les réservoirs de stockage sont nécessaires à l'exploitation de champs pétroliers pour que la production ne soit pas interrompue. Vous voyez, la production va partir directement dans les stocks. Les tanks bien sûr. Suite à des arrêts du cheminement du pétrole brut vers les bacs de stockage, des terminaux qui se trouvent sur les côtes ou près des unités de transformation de ces hydrocarbures. Les transports de stockage sont des secteurs stratégiques dans l'industrie pétrolière, ça c'est clair. Le stockage joue le rôle de régulation des systèmes de transport hydrocarbures. Des hydrocarbures par canalisation ou autres moyens de transport et en plus du traitement pour décantation qui consiste à éliminer l'eau et comptabiliser la quantité du pétrole brut à expédier. Ça c'est clair que même dans un tank de stockage, nous avons toujours la séparation qui continue par décantation. L'eau va s'accumuler en bas, des poussières, des solides, du sable, tout ça va s'accumuler au plus bas, ainsi de suite. Le choix de la capacité d'un parc de stockage, qu'on appelle tank farm, est fait en fonction du débit véhiculé et des capacités des moyens de transport. Ça c'est clair. Donc, on a besoin des capacités selon notre production, selon parfois les débits véhiculés. On n'a pas besoin d'avoir de stock zéro, ni des stocks morts, mais on a besoin de l'entrée et de la sortie pour avoir un bilan normal. Donc, parce qu'on a toujours des stocks morts, on ne peut pas tout vider. Alors, ça dépend maintenant du nombre des tanks de stockage. Dans un parc de stockage. C'est quoi un parc de stockage? Appelé communément tank farm. Donc, vous voyez par exemple là, c'est une ferme où on n'a pas de brebis, mais on a des tanks. C'est ça qu'on appelle tank farm. Ok. Là où on stocke. Les parcs de stockage, c'est une zone généralement des grandes surfaces où se situe un ensemble de bacs de stockage. Ils peuvent être de différentes ou des mêmes capacités. Oui, ça dépend si ça contient le même produit ou différents produits selon notre production, ainsi de suite. Ils sont bien sûr connectés à une canalisation d'entrée, une autre de sortie, éventuellement connectés entre eux aussi possible. C'est possible aussi que ça soit connecté entre eux. Rappelez-vous ce que je viens de vous dire. Nous pouvons diviser le groupe de bacs en 3 en fonction de leur état. Premier groupe en phase de remplissage, deuxième groupe en phase de décantation, troisième groupe en phase de vidange. Ok, c'est bien clair. Voilà, on va parler maintenant des différents types de réservoirs. Vous êtes face à un projet, alors on vous dit de faire le choix des réservoirs que vous allez proposer au projet. En tant qu'ingénieur, vous devez proposer, connaître les types de réservoirs.
on a le réservoir à toit flottant. On a les réservoirs à toit flottant. Ils sont utilisés pour le stockage des produits volatiles, pétrole brut, condensat, carburant, auto, ainsi de suite. Carburant auto et etc. Ils ressemblent aux réservoirs à toit fixe. Il y a des réservoirs à toit fixe, ouais. C'est fixe. À l'intérieur, il y a du pétrole. Donc, c'est le toit. Imaginez un peu le toit comme étant, par exemple, le tôle, ok? Dans une maison. Le toit d'une maison, c'est la même chose hein, avec le toit du réservoir. Donc, c'est en haut. Maintenant, les toits flottants, ils ressemblent, c'est la même chose avec les toits fixes, dans la conception du toit. Les toits, dans ces cas, reposent directement sur les liquides. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons les liquides, qui est, ça c'est les toits, mais ça c'est le réservoir. Le liquide est là, le toit ne peut pas être là. Le toit est collé au liquide. On ne veut pas laisser d'espace. Vous voyez? Par exemple, c'est un produit volatile. C'est un produit volatile, ça veut dire un produit qui se transforme facilement en gaz. Si on laisse l'espace, le produit va se transformer en gaz. Vous ne pouvez pas proposer un réservoir volatile, et plutôt un réservoir à toit fixe pour un produit qui est volatile. Par exemple, le condensat. Le condensat, quand vous versez le condensat comme ça, vous verrez que là où c'était humide, ça devient facilement sec parce que le condensat se volatilise, il se retransforme en vapeur. Donc, il se transforme en gaz et il part. Vous ne pouvez pas accepter de laisser l'espace à ça. Donc, le toit doit être collé, s'il repose directement sur les liquides et flotte au-dessus. Ça veut dire quoi? Quand vous ajoutez de produits, le toit respire en même temps. Parce que le niveau va augmenter, donc le toit monte aussi, ça flotte. Quand vous êtes en train d'aspirer dans ces tanks, le toit fait quoi? Il baisse. Par exemple, si vous allez à la Saucire, vous trouverez des réservoirs à toit flottants comme ça. Ok? Et c'est là, grâce à des doubles fonds constitués de poches d'air indépendantes, réduisant ainsi les poids spécifiques de l'ensemble du toit par rapport à celui des liquides. Parce que déjà pour remonter, c'est la pression du liquide qui peut remonter aussi le toit flottant ou autre manière. Voilà, la circonférence du toit est rendue étanche par des bandes en caoutchouc. Parce que, imaginez que ça doit faire un mouvement. Juste dans les extrémités de la circonférence de ce toit-là, ça doit faire un mouvement, ça doit laisser des espaces pour bouger. Sinon, ça va frotter entre parois. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? À la circonférence du toit est rendue étanche par des bandes en caoutchouc. Parce que s'il y a de l'espace, automatiquement, on aura des fuites. Le produit va remonter parce qu'il y a la pression. Le produit va sortir au-dessus du toit. Ça va se déverser à l'extérieur, par exemple. Tout ça, c'est à éviter. Donc, on met des bandes à caoutchouc glissant sur la paroi interne. C'est clair, non? De la robe du réservoir. Dans la robe du réservoir, c'est le corps. Bon, on va voir ça. Ce qui réduit les pertes par évaporation du produit. Ce dispositif d'étanchéité a permis, par ailleurs, le déplacement du toit. Vous voyez, le déplacement du toit. Lorsque le toit repose sur le fond du réservoir, il repose sur des supports spéciaux qu'on appelle béquilles. Là, on verra ça parce que les béquilles doivent remonter, doivent donner la première pression pour remonter le toit flottant. On va voir ça. Le toit flottant peut être divisé en deux types. À flotteur unique, ça veut dire un seul flotteur. À double flotteur aussi. Voilà. Prenons un toit à flotteur unique, autrement appelé simple poton. Il est constitué par une surface centrale de plaques avec une couronne circulaire soudée sur sa périphérie composée de caissons étanches flottants. Voilà, par exemple. Nous avons notre toit flottant qui est là. Et ici, ce sont des caoutchoucs. On va voir ça en bas pour l'étanchéité et ça flotte. Vous voyez tout ça. Ça descend, ça remonte avec les niveaux du fluide qui se trouve à l'intérieur. Ok?
Mais qu'est-ce qui se passe ici? Imaginez-vous que ça, c'est notre tank. D'accord? Nous avons un niveau qui est là. Parce que notre tank, c'est tout ça. C'est tous ces carrés ici. Prenons à partir de notre titre jusque là en bas. Ok? Et nous sommes là. Quand on met quand le niveau baisse, alors le toit aussi va faire quoi? Va descendre en même temps que le niveau du liquide à l'intérieur. On a bien dit, on veut éviter de laisser l'espace à l'intérieur. Quand ça descend, il résulte au-dessus comme un autre bassin. Vous voyez? Un autre bassin qui est au-dessus là. Et ce bassin est exposé à beaucoup de choses. Par exemple, la pluie, quand il pleut, le bassin accumule cette eau de pluie là. Et à chaque fois, il faudra maintenant sortir cette eau de pluie. Vous voyez, par exemple, ça, c'est important. Ça fait partie des caractéristiques pour un flotteur unique. Tandis que, quand nous verrons des toits à double flotteur, par exemple, double poton, il est constitué par deux surfaces de tôle circulaire. L'une recouvre et sépare l'une de l'autre par des cloisons ou des charpentes de façon à créer un matelas d'air entre le produit stocké et l'atmosphère. Vous voyez, il y en a deux. L'autre est resté fixe là, pendant que l'autre va descendre et suivre. Ouais. Ça reste là. Il y en a deux flotteurs. Donc l'autre, celui qui est supérieur, reste fixe, et celui qui est inférieur, ça suit les liquides par les niveaux. Donc ça corrige un tout petit peu le flotteur unique. Mais attention, le coût c'est différent. Accessoires, par exemple. Parlons des accessoires. En plus de quelques accessoires identiques à ceux dans un réservoir à toit flottant, on trouve quoi? Bague de renforcement au-dessus de la robe avec une main courante qui a deux rôles. D'abord, cette bague de renforcement, vous verrez pour un toit, vous verrez c'est comme un escalier. Ok? Ça ajoute deux rôles. Ça permet d'abord d'augmenter la rigidité de la partie supérieure de la robe. Imaginez que vous avez par exemple, vous avez votre canette de Fanta. Vous avez votre canette de Fanta, par exemple. Voilà, je disais que augmenter la rigidité de la partie supérieure, vous avez votre canette et vous mettez des élastiques. Ok, vous mettez des élastiques. Même si c'est pas visible, mais à l'intérieur, même si vous soufflez, les élastiques là, ça va renforcer la rigidité de votre canette tout autour, vous voyez? Parce que là, c'est comme si ça tient votre robe, la robe de votre canette. C'est la même chose avec le tank. Mais en même temps, puisque ce sont des escaliers, on peut monter là-dessus. Okay? Permettre l'accès autour du toit. Si on veut accéder au toit, alors on va monter sur. Ce sont des escaliers. Vous avez déjà vu, vous verrez ça aussi. Je ne sais pas si je peux montrer à l'image de ce qui est déjà passé. Voilà, ce sont des escaliers là. Donc là, on ne le voit pas très clairement, mais on le verra. Voilà. Donc, il y a l'anneau de renforcement qui est juste là, qui est tenu par les l'équerre pour que ça ne puisse pas tomber. Le garde du corps pour que la personne qui monte puisse tenir, afin que même le vent, il tient le garde du corps. Et d'ailleurs, c'est recommandé quand on monte, il faut tenir le garde du corps. Voilà. Et on prend quoi? On prend la plateforme supérieure. Au-dessus, il y a une plateforme supérieure. Quand vous montez au-dessus, vous pouvez marcher au-dessus du toit. Donc, c'est ce qu'on appelle la plateforme supérieure. Elle se trouve au-dessus de la bague de renforcement et à laquelle est fixée une échelle coulissante sur des glissières. Si on veut descendre, on peut descendre.
Si par exemple on est à toit flottant unique, le toit est descendu jusqu'en bas. Vous voulez, parce que quand le toit descend, ça amène la plateforme supérieure en bas là. Maintenant vous voulez aller là-bas, par exemple pour jauger, par exemple pour voir le niveau, par exemple pour faire des maintenances, etc. Vous n'allez pas sauter, boum, jusqu'à l'intérieur. Il y a alors une échelle coulissante avec des glissières fixées sur le toit flottant et vous allez descendre et accéder à la plateforme pour faire tout ce que vous voulez là-bas. Il y a aussi les évents. Ok? Il y a un évent pour la zone périphérique pour permettre aux gaz excédentaires qui ont été formés de s'échapper. Par exemple, l'évent, c'est comme une couverture. C'est comme une fenêtre que vous ouvrez comme ça et le gaz peut s'échapper. Donc ça joue beaucoup de rôle, cet évent-là. Faire échapper les gaz excédentaires, par exemple. Équilibrer la pression, par exemple, à l'intérieur. Si c'était une dépression en ouvrant, qu'est-ce qu'il va faire? La pression qui est en bas va aspirer l'air, par exemple. Donc c'est pas conseillé pour chaque, mais c'est un des exemples importants. Quand on a une dépression à l'intérieur, on doit insuffler du gaz ou de l'air à l'intérieur pour éviter le collapse. Il y a le clapet d'aération, par exemple. Le clapet d'aération automatique. Les évents aussi peuvent aider à jauger. On peut introduire un jauge. On peut introduire, par exemple, une latte ou un truc de ce genre. Très souvent, c'est comme bon, prenons par exemple un mètre ruban. Vous voyez, un mètre ruban ou roulé où on a une masse. À la fin, on fait descendre la masse, parce que c'est la masse, ça va descendre jusqu'à toucher le fond. Et puis là, la partie prenons par exemple la partie qui est mouillée, montre les niveaux. Ça aussi, ce sont des méthodes. On verra ça pour compter, pour savoir la capacité d'un tank. On verra ça dans le compteur. Clapet d'aération automatique. Il s'ouvre lorsque le toit repose sur le fond. Ça s'ouvre. Ok? Il a les mêmes fonctions que celles des évents, décrites pour les évents dans les réservoirs. Donc, on avait dit que les évents, ça joue beaucoup de rôles. Ok? Ça régule la pression, ça évite des collapses, par exemple. C'est aussi la sécurité en cas d'explosion. Donc, il y a beaucoup de rôles. Maintenant, les clapets aussi, les clapets d'aération, ça régule aussi la pression. Ok? Parce que ça s'ouvre et ça se ferme selon les consignes qui ont été fixées. On a aussi, ça peut prévenir les odeurs pour empêcher des pressions. L'odeur de ce qu'il y a à l'intérieur peut sortir. Par exemple, un tank qui stocke des produits chimiques, par exemple. On a l'amélioration de l'écoulement, qui facilite l'écoulement des eaux usées en réduisant, par exemple, beaucoup de choses, les gargouilles, les bruits d'évacuation, le clapet se ferme. Voilà, donc c'est presque le même rôle, sauf que les évents, il faut venir ouvrir et les clapets, c'est automatique. Donc c'est un peu ça. En gros, ouais, c'est ça. Donc là, on a aussi un système de joint très important. Pourquoi? C'est ce que je dis ici. Le joint, ça par exemple, nous avons le pont supérieur. Ça, c'est à double flottant, double ponton. Voilà, on a un pont supérieur et un pont inférieur. On dit ponton. Voilà. Et là, on a la robe. La robe, c'est ça. La robe, c'est un peu le corps, tout ce qui entoure le tank, vous voyez. Et là, nous avons le patin qui tient, ok. Nous avons des contrepoids, juste là, pont supérieur, pont inférieur. Nous avons la barrière à mousse. On verra ça. À quoi est le rôle de la barrière à mousse. Et on a besoin de l'étanchéité là. Voilà le caoutchouc. Donc nous avons des joints métalliques, des patins en acier par exemple, viennent raquer. Ok, le patin est là. Le patin est là et c'est tenu par là.
Vous voyez ça, c'est l'évier ici. Le raclage, ça veut dire quoi? Quand on descend, bien sûr, à l'intérieur, il y avait le produit. Les produits étaient collés à la paroi. Les produits, on ne peut pas laisser la paroi propre. Ça doit normalement être contre la paroi. Alors, quand le produit baisse, ou quand le produit baisse, le pont inférieur baisse aussi. Alors, qu'est-ce qui se trouve à la paroi? Ça veut dire que les produits étaient collés à la paroi. Mais non, ça c'est comme un raclage, comme on dit. Pour les mamans qui nettoient la maison, ils utilisent les racleurs, ok? Pour racler la maison. Donc là, directement, c'est comme si ça raclait la paroi pour éviter la pollution. Par exemple, à l'extérieur, il y aura encore des produits sur la paroi. Là, non, on ne veut pas. Et ça racle. Ouais. Donc, c'est un peu ça le rôle. Des patins d'acier viennent racler la paroi. L'étanchéité est réalisée par un joint élastomère flexible qui est juste là, situé au-dessus du liquide et ne subissant pas de contraintes. Le joint est maintenu appliqué contre la paroi par des contrepoids. Ok, voilà. On a aussi le rôle du contrepoids. On a des joints liquides. L'étanchéité entre la robe et le toit est maintenue par exemple par un boudin ou qui est rempli de kérosène ou de gazole. Tout ça pour éviter que le produit puisse sortir. L'étanchéité. Ok, c'est le mot utilisé pour que les réservoirs soient étanches. Pas de fuite, contraire aux fuites. Voilà, système d'évacuation des eaux des pluies. La pluie s'accumule au centre. Comme je disais, surtout pour des réservoirs à toit unique flottant, au centre du toit et est évacué à l'aide d'un tube articulé placé dans le réservoir pour être évacué par une puce de soutirage se trouvant dans le fond de la robe. De plus, en cas de bouchage de ce système, un drain de sécurité permet de l'eau de s'écouler dans le produit afin d'éviter les toits. D'éviter que les toits coulent. Bon, en gros, on peut dire quoi ici? Que là, hop, le produit est là, hop, la pluie tombe et ça remplit, hop, ok? On est d'accord avec moi? Et toute cette partie, il y a de l'eau. Quand, à l'avenir, quand le toit va remonter, directement, ça va chasser cette eau. C'est pas trop propre. L'intérieur peut avoir déjà, l'étanchéité peut être un problème et puis on peut avoir quand même certains dépôts au niveau de la paroi qui va se mélanger avec de l'eau. Si le produit est très corrosif, très toxique, ça se déverse à l'extérieur. L'extérieur, il peut y avoir des gens qui passent et tout de suite, ils seront mouillés, ainsi de suite. D'habitude, après la pluie, un opérateur peut monter, voir dessus, il y a beaucoup d'eau, il actionne ces systèmes pour évacuer de l'eau ou bien une motopompe par exemple. On ramène le boyau, le flexible d'aspiration et ça aspire tout eau qui est là et puis ça, on sait là où on va mettre ça. Les eaux usées par exemple, dans un réservoir d'eau usée par exemple. Tout ça, ce sont des systèmes d'évacuation des eaux des pluies. Mais il y a un autre système qu'on vient de voir là, l'eau qui est juste là est évacuée à partir de là, hop, jusque là, ou directement dans le fond. C'est par là où on évacue des eaux pluviales par exemple. Ça c'est toit flottant, vous voyez, ça c'est pont inférieur qui baisse, pont supérieur, et là on se rassure que le fluide qui est le produit ne peut pas sortir. Donc l'étanchéité, on se rassure que partout on a la possibilité d'être étanche. Voilà béquille. Lorsque la hauteur du liquide ne permet plus de maintenir les toits en flottaison, son supportage est assuré par des béquilles. Donc les liquides n'arrivent plus à remonter par exemple, bon, à cause de la pression, à cause de beaucoup de choses. Alors on prévoit des béquilles. Par exemple des béquilles réglables. Ok, voilà les béquilles qui vont régler et faire remonter les toits flottants. Ça c'est le toit unique. Flottant unique qui va remonter. Vous voyez là où je disais que
ça concerne, ça devient comme un autre bassin où l'eau de pluie va entrer, vous voyez, par exemple. Donc là, il faut boire, ça part. Et là, maintenant, vous voyez, il y a des fluides qui s'accumulent juste là. Et on n'arrive plus à remonter le toit. On utilise des béquilles. Béquilles réclament le toit flottant. Tout ça, c'est le fabricant qui sait ce qu'il est en train de fabriquer et il prévoit toutes ces choses. Parce que ce n'est pas qu'on a un problème et puis on doit faire la maintenance. Bien sûr, on fera toujours des maintenances en cas de problème. Mais on ne veut pas avoir de maintenance. On veut prévoir en cas où ce système ne fonctionne pas, l'autre est secondaire. Déversoir d'injection de la mousse. Comme j'avais dit, qu'il y a une barrière de mousse. On connaît la mousse, j'ai déjà expliqué. Donc, il y a émulseur d'eau ici. Et puis, il y a l'air qui entre par là. On génère la mousse ici. Qui remonte et qui sort par là. Qui s'accumule juste là. Pourquoi? À l'extérieur d'un bac à toit flottant, sur les joints d'étanchéité, juste là, une couronne métallique soudée sur le toit permet de retenir la mousse sur la périphérie afin de recouvrir les joints, Pourquoi? Parce que cette mousse peut jouer le rôle de la mousse qui empêche par exemple un départ de feu. Vous voyez, le frottement métal, c'est toujours dangereux, c'est toujours pas très fiable. Alors on prévoit de la mousse pour à chaque fois que ça monte, la mousse peut aller là-bas et puis hop, ça protège les joints. Voilà, je pense que pour aujourd'hui, nous allons nous arrêter juste là parce que bientôt là, ça fera 1 heure notre vidéo. Alors pour ne pas aller au-delà, nous nous arrêtons là. Prochainement, dans une autre vidéo, nous allons continuer avec autre type de réservoirs. On verra différents types de réservoirs. Là, on a parlé juste des réservoirs et des tanks, des parties de réservoirs. Maintenant, là, on va détailler, on va parler d'autres types de réservoirs où on verra beaucoup de réservoirs avec les images et tout, et les parties. On verra tout ça ensemble. Mais la vidéo prochaine ne se soldera pas forcément avec tout ça. On va aussi entamer une partie du chapitre 2 qui va concerner les séparateurs. Ça sera aussi un chapitre très enrichissant pour nous qui sommes dans le monde de l'industrie. Pas seulement l'industrie pétrolière, pétrochimique, partout, produits chimiques. Les séparateurs sont indispensables. On verra plus dans le cadre de séparateurs, des productions des hydrocarbures, mais ça donne l'idée générale pour un process industriel. On ne peut pas tout détailler, on ne peut pas tout parler de tout, mais on est en train de sélectionner l'essentiel. Donc, pour ce, on s'arrête là avec cette première partie. Je peux dire ces trois quarts des parties du premier chapitre. À la prochaine, nous verrons le 1/4 de ce chapitre avec une partie de séparateur. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, likés ou partagés, ils n'ont qu'à faire ces 3 actions pour nous permettre d'être là et puis pour nous encourager, on peut dire ça, afin que, bien que c'est gratuit, tout ça, et n'oubliez pas, le support est réservé juste à la fin pour ceux qui vont aller jusqu'à la fin. J'ai bien dit que les conditions vous seront fixées, ça dépend du nombre d'abonnés et ça dépend, sinon ça pourrait avoir un petit coût pour ceux qui vont nous contacter en PV. Le support n'est pas encore fini, vous voyez, il y a encore de petites erreurs et de petites formes à modifier. Je vous dis à bientôt pour le support et
pour la prochaine vidéo. Bye bye.